m'appelle Laure Bieliauskas, je suis thérapeute psychocorporelle. Donc, mon accompagnement repose sur des pratiques où j'associe des méthodes de thérapie verbale aux thérapies corporelles et comportementales. Donc, on ajoute au mot, MOTS, un travail par le corps. Mon approche repose sur différentes pratiques. Donc, je travaille aussi bien au sol, avec des mouvements de corps qui permettent de libérer des émotions, d'apaiser des traumas, que debout, avec des mises en situation, des jeux de rôle parfois. Je fais également de la respiration amplifiée, de la relaxation profonde, des balayages oculaires ou du tapping. Et j'anime également des constellations systémiques et familiales en individuel ou en groupe. Lors d'un événement traumatique, une stratégie automatique de notre corps, de notre système, est de créer justement une dissociation entre le corps et l'esprit. Donc, c'est ce qui nous permet de surmonter l'épreuve. Mais ça crée une tension qui ne se résout pas d'elle-même, ce qui va donc se manifester au travers de comportements inadaptés qui va générer de la souffrance. Donc, au travers des méthodes psychocorporelles, par exemple, basées sur de la respiration amplifiée ou dirigée, le but est de réassocier le corps et l'esprit afin de résoudre ce type de tension. Donc, souvent, ça se traduira par des émotions intenses, mais c'est un point de passage vers la résolution. Les traumas non conscients, ça signifie que la personne ne soupçonne pas que ce qu'elle décrit relève d'un événement traumatique. Donc, détecter ce décalage entre le récit et les réactions corporelles, ou parfois l'absence de réaction corporelle, on est ici dans de la dissociation. Donc, j'amène la personne à prendre conscience et à réassocier l'événement, son récit et le corps à son rythme. Donc, c'est vraiment une invitation à prendre conscience de son état, de son fonctionnement et de ce qui se passe dans l'ici et maintenant. La reconnaissance du lien émotionnel et corporel avec son histoire permet de poser un regard sur l'événement et d'en modifier le rapport. Donc l'événement ne change pas, mais sa perception est différente. La résistance, c'est assez naturel, oui. Disons qu'il y a des étapes dans un chemin thérapeutique. C'est tout d'abord la reconnaissance, et j'en parlerai tout à l'heure, la reconnaissance, l'acceptation qui est le plus difficile et le plus long dans un accompagnement thérapeutique. Et ensuite, l'acceptation du changement à mettre en place. Donc, bien sûr, le déni fait partie du processus. Là encore, la première étape est la prise de conscience de ces schémas. Il peut arriver que la personne rejoue avec moi en séance ces mêmes schémas. Par exemple, quelqu'un qui aura besoin de s'opposer en victime face à une situation ou bien chercher par ses questions une validation de son comportement. Donc, c'est ce type de comportement que je vais refléter afin d'aider à la prise de conscience. Une fois que c'est identifié, les méthodes que j'applique de psychocorporelles peuvent soutenir la programmation de nouveaux schémas vertueux. Par exemple, en amenant encore une fois de la conscience dans le corps, donc ça va être établir un dialogue, un voyage intérieur qui va être sensoriel avec la perception de sons, de couleurs. Ça peut être aussi un accompagnement de nature biographique. Donc la personne revit une scène du passé dont elle pourra intégrer le vécu, le conditionnement qui en a découlé, et transformer non pas les faits, mais les émotions et les mémoires qui y sont rattachées. Donc ces approches peuvent permettre d'enclencher des mouvements vertueux pour l'individu et s'affranchir ainsi de ces schémas. À un moment de notre vie, certains conditionnements ont eu lieu d'être. Ils ont eu leur utilité pour nous protéger, par exemple. Mon approche permet de prendre conscience de ça et d'acter que ces schémas ne sont plus d'actualité aujourd'hui ou ne sont plus utiles. L'approche thérapeutique en psychogénéalogie repose sur le constat que nous portons tous en nous l'héritage psycho-émotionnel des gens qui nous ont précédés et que c'est en nous libérant de cet héritage
En brisant des liens invisibles, on peut vraiment devenir nous-mêmes. Donc une partie de cet héritage est relativement visible. On parle des façons de faire, des valeurs, de la culture de la famille qui nous a été transmise et qui va impacter notre vie aujourd'hui. Une partie est beaucoup plus invisible et c'est là tout l'objet et l'intérêt de la psychogénéalogie. C'est un ensemble de croyances et de ressentis liés au vécu de la famille qui transitent dans l'inconscient familial. Donc on porte ça sans même s'en rendre compte. Donc cet héritage familial peut influencer dans notre vie d'adulte nos choix, ou plus grave, générer des blocages, de l'auto-sabotage, se manifester à travers des symptômes psychiques ou physiques. Pour vous donner un exemple concret, les troubles du sommeil réguliers peuvent être en lien avec des deuils non faits, par exemple. Des troubles de l'apprentissage peuvent être en lien avec des secrets de famille. Également, quand on a des troubles de la fécondité, on peut mettre en lien avec des grossesses complexes ou des enfants morts-nés dans des générations précédentes. Donc, l'objectif de la psychogénéalogie, ça va être d'identifier ces héritages et de comprendre en quoi c'est présent et bloquant aujourd'hui et comment s'en libérer. Donc, pour ce faire, j'utilise des outils tels que d'abord le récit familial ou le roman. Donc, c'est tout ce qui est transmis, encore une fois, par la famille. C'est les histoires racontées et parfois les oublis dans les histoires, les omissions. Et j'utilise également le génosociogramme ou le génogramme qui va relater de tous les faits marquants de l'histoire familiale. Bon, les mariages, les divorces, les décès, les causes de maladies, les gros traumas de l'histoire familiale. Donc c'est l'analyse du génogramme qui permet d'identifier la répétition des schémas sur plusieurs générations et de faire des liens entre les événements qui ont lieu aux mêmes dates, aux mêmes âges et sur plusieurs générations. Et ceci, mis en lien avec l'histoire familiale, avec le récit de famille, ça permet d'accompagner l'individu dans la découverte de ce qu'il porte de son histoire et de ce qui lui pèse. On met aussi en place des actes symboliques pour aider à la reprogrammation. Et cette reprogrammation, comme je le disais, est nécessaire car, comme je le mentionnais là tout à l'heure, on est fait de conditionnements et de programmes qui sont parfois bien obsolètes. Les constellations familiales, c'est un outil puissant dont je suis convaincue. C'est un outil thérapeutique qui met en jeu l'inconscient familial et le transgénérationnel tel qu'il est vécu par la personne. Donc, ça se fait en individuel, au cabinet ou en groupe. Et c'est une base de travail énergétique qui s'appuie sur l'inconscient collectif. C'est une approche qui permet de comprendre, qui met un éclairage sur les liens entre l'histoire familiale et les difficultés auxquelles l'individu fait face dans sa vie actuelle. Donc, on peut, grâce aux constellations, s'affranchir des liens de loyauté ou des liens de dépendance, souvent implicites et subis, puisque non conscients, et qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie. Alors, concrètement, au cours d'une constellation, par exemple, j'ai eu une cliente qui a exposé une angoisse à vivre dans la maison qu'elle avait fait construire en utilisant l'argent qui provenait de l'héritage de son frère décédé. Donc la constellation a permis de mettre en conscience un sentiment de culpabilité inconscient lié à cet héritage. Donc par un acte symbolique, on a pu à travers la constellation lui faire accepter cet héritage et ce travail a permis pour cette personne de démarrer un processus de deuil. D'abord, je décrirais le burn-out comme un effondrement psychocorporel, conséquence d'une dissociation corps-esprit, poussée jusqu'au moment où le corps lâche et refuse d'aller plus loin. L'esprit ne comprend pas. Donc souvent vont s'installer tout d'abord un sentiment d'échec et de culpabilité. Dans mon expérience, réconcilier le corps et l'esprit, c'est une première étape indispensable pour permettre l'acceptation des limites et donner de la sécurité dans le processus de reconstruction. Donc, par la thérapie psychocorporelle, j'aide les personnes en situation d'épuisement professionnel à vivre cette étape en douceur. C'est revenir au corps, c'est renouer avec ses sensations, avec l'image de soi-même, c'est retrouver des ressentis par la respiration, la relaxation,
accepter ses émotions et accepter de se laisser traverser par elles. La remise en mouvement du corps aussi. Donc une fois ce travail, ce lent travail de reconnexion avec le corps effectué, mon travail va vraiment consister et vise à ce que la personne identifie les schémas de fonctionnement qui ont poussé son système au-delà de ses limites. Donc c'est prendre conscience et reprogrammer. Je l'adapte bien sûr auprès de chaque personne dans la mesure où tout le monde n'est pas au même niveau. Tout le monde n'a pas eu les mêmes symptômes de démarrage et certaines personnes que j'accompagne sont déjà en arrêt depuis plus d'1 an et ne savent pas si elles reprennent, comment elles vont reprendre, et sont toujours dans cette incertitude, bien qu'elles se soient déjà un petit peu remises, hein, mais c'est un processus qui est très long. Donc bien sûr, si c'est une personne qui est tout simplement au début de son arrêt maladie, l'approche va être différente, absolument. Quand elles viennent me voir, en général, elles ne sont plus dans le déni. Elles ont commencé à accepter, mais elles ne sont pas dans l'acceptation, puisqu'il y a des mots qu'elles n'arrivent pas à prononcer. Donc, admettre que le corps, que le système corps-esprit est en burn-out, c'est difficile. Donc, il y a beaucoup de jeux de mots, de contournements. C'est je suis en surchauffe, je suis en pause, c'est provisoire, là je suis pas très en forme, mais on voit bien qu'il y a un effondrement beaucoup plus profond. Alors bien sûr, quand je rencontre ces personnes, elles sont déjà en lien avec leur médecin traitant, hein, heureusement, je fais énormément le lien avec les médecins traitants et parfois avec le psychiatre, dépendamment de où elles en sont. Il y a de l'amalgame qui est fait, mais on peut être en burn-out justement et ne pas être en dépression. Ça fait partie de la psychopédagogie que je partage avec les personnes, dépendamment toujours d'où elles en sont et ce qu'elles connaissent du sujet, s'il y a du déni, s'il n'y a pas de déni. Donc j'y vais de manière vraiment très, très douce, très bienveillante, puisque justement il y a eu un choc. Donc quand on est en situation d'épuisement professionnel, on n'est pas systématiquement en dépression. Et l'amalgame se fait. Ce qui est bien aussi douloureux pour les personnes qui vont pouvoir aller faire leur marché quand elles ne sont pas clouées au lit, bien sûr, mais quand elles vont croiser des visages connus et qu'on va leur dire « tu as l'air en forme », il y a des capacités physiques, donc il y a différents peut-être degrés de burn-out, ce n'est pas vraiment le langage, mais il y a des personnes qui peuvent aller tout à fait faire leur marché ou aller prendre une demi-heure de marche, qui vont croiser d'autres personnes, mais ce n'est pas écrit sur le visage qu'elles sont en burn-out. En revanche, s'approcher de l'entreprise va créer en elles un sentiment de panique, de fuite, de figement qui est totalement inconfortable et qui est absolument en lien avec ce qui s'est passé au travail. Moi, j'ai beaucoup d'exemples au niveau de l'épuisement professionnel pour parler de perte de repères, pour même les odeurs, la couleur des badges, les enseignes de l'entreprise, bien sûr, où la personne travaille. La personne fait des détours et ne peut pas. Donc, il y a un vrai refus d'obstacle. Donc, ça, c'est vraiment c'est un travail qui prend du temps. Le harcèlement moral au travail ou domestique, c'est une problématique complexe, alors qui va mettre en œuvre une relation bourreau-victime typique du triangle de Karpman. Dans ce fonctionnement toxique, la personne en position de victime peut elle-même, et sans le vouloir, bien sûr, entretenir la situation par la mise en scène, ici encore, de schémas comportementaux, un schéma répétitif, par exemple de soumission. Donc il s'agit d'accompagner les victimes à reconnaître et exercer leur pouvoir personnel. Comme je le disais tout à l'heure, c'est les étapes dans une thérapie, ça va vraiment être de la reconnaissance. Et dans ce cadre-là, c'est très difficile. Très difficile de reconnaître que par des schémas comportementaux, répétitifs, inconscients, on est acteur, actrice de ce qui se passe pour nous. Donc ça, c'est particulièrement difficile quand on est vraiment victime de harcèlement. Donc prendre conscience de ces fonctionnements, les reconnaître et identifier ce qui peut être changé, c'est déjà un pas concret vers le changement et vers sa propre reconstruction. Mais la prise de conscience ne suffit pas.
Hein, il est important de la relier en fait au ressenti de la personne, donc les peurs, le dégoût, la colère, et d'identifier ses besoins, d'aller à la rencontre des parts de soi, par de la visualisation, du dialogue, des mises en situation, mais pas trop tôt. Voilà, pour intégrer le changement souhaité, il faut de la patience, de la résilience. C'est un vrai travail en douceur qui passe par la mise en mouvement et qui passe par du temps. C'est aussi important de garder ça à l'esprit. Les similitudes dans l'impact, oui, psychologique, ça va être les peurs, au départ, hein, elles sont nombreuses, donc la peur de dire non, la peur de perdre quelque chose, sa place dans une organisation, dans une relation, la peur de perdre son poste, la peur du jugement, la peur de décevoir. Donc l'impact, c'est vraiment sur une dévalorisation de soi, un sentiment de culpabilité, de la honte également. Donc, la façon d'aborder ces sujets est assez vaste, hein. On va travailler bien sûr le rapport à soi, le rapport à l'autre dans la relation. On va travailler la place, qui peut être aussi abordée donc en transgénérationnel et via des constellations familiales, mais tout ça c'est en douceur. On va travailler les limites par des exercices pratiques de mise en mouvement, vraiment sentir l'espace de la personne et sa limite. Donc là, c'est vraiment des exercices corporels pratiques. D'abord, je les informe sur les signaux, on échange. Ensuite, je les aide à détecter dans leur quotidien ce qui pourrait être, sans faire d'amalgame ou de raccourci. Alors, les signaux d'alerte précurseurs d'un épuisement peuvent être, d'abord, ils sont assez nombreux et ils sont cumulatifs. Donc, un état émotionnel perturbé, la personne est à fleur de peau tout le temps, dans la vie pro et dans la vie perso, des troubles du sommeil sur plusieurs mois, des troubles alimentaires dans le trop ou le pas assez. Mais en somme, le déséquilibre qui s'installe n'est plus un déséquilibre occasionnel. L'irritabilité, bien sûr la fatigue extrême, hein, les week-ends ne suffisent plus pour récupérer, la fatigue psychique, la démotivation, la perte de sens, et puis peuvent s'installer des erreurs professionnelles, des conflits, du déni, des peurs. Voilà, les troubles sont assez nombreux et en général cumulatifs. Je travaille le rapport à soi, le respect de soi, encore une fois des limites, la confiance en soi. L'objectif étant d'identifier les ressources personnelles, de savoir identifier, de poser des limites et surtout de les respecter, les nouvelles limites. Donc je vais travailler sur la posture, la communication, le rapport à l'autre, encore une fois, la communication avec la hiérarchie, les collègues, donc il va y avoir des mises en situation, des jeux de rôle. Donc il faut que l'alliance thérapeutique soit bien installée pour être suffisamment à l'aise, bien sûr, et tout ça prend du temps. Donc le temps permet l'intégration. Voilà, tout ce qui est dans la tête et qui ne descend pas dans le corps est éphémère et pourrait être sans effet, ou en tout cas pourrait prendre beaucoup plus de temps. Voilà. Tout d'abord, pour certains troubles sévères, comme l'anorexie, par exemple, qui est une maladie mentale, je démarre un travail uniquement si la personne est suivie par son médecin traitant et son psychiatre. C'est une maladie mortelle. Ensuite, que ce soit pour l'anorexie, la boulimie ou les autres troubles tels que l'hyperphagie, l'orthorexie par exemple, j'accompagne toujours sur un travail de retour au corps et de sa place. Donc, on va passer par des exercices pratiques de dessin, de mouvement, d'ateliers que je vais faire en groupe, de groupes de parole également. Je vais travailler le rapport au plaisir, donc en identifiant les sources de plaisir, les sources qui procurent du plaisir et celles qui représentent plutôt un danger. Donc retrouver des sensations et de l'envie. Et on travaille bien sûr l'image, la confiance en soi, le rapport à son corps. La respiration consciente ou amplifiée se fait accompagner par le thérapeute parce qu'elle ne s'applique pas à tout le monde.
Lorsqu'on amplifie sa respiration, on modifie son état de conscience et on est principalement dans des ressentis corporels et nettement moins dans sa tête. Donc, toute l'énergie est portée, concentrée sur la respiration. À partir de là, mon travail est de permettre un retour à l'instant présent et de calmer le mental. Il y a des images qui vont ressurgir du passé, des moments, pas toujours celles qu'on attend ou celles sur lesquelles les personnes me consultent, mais il y a une libération qui se fait, la respiration étant un processus naturel. La libération des émotions et l'apaisement du trauma passe par la respiration amplifiée. Ça, je fais des petits exercices, oui, de cohérence cardiaque, tout à fait, particulièrement lorsque les personnes sont énormément dans leur tête. Et pour démarrer des séances, je fais des exercices de respiration pour nous amener déjà en reliance et ensuite poser dans le corps. Donc, ça peut être des exercices de cohérence cardiaque, ça peut être de la relaxation, ça peut être quelques minutes, ça peut être parfois 10 minutes. Tout va dépendre de dans quel état la personne arrive. Je les invite à faire un état des lieux avec moi de leur mode de fonctionnement, des sources de conflits, de leur mode de communication, de leurs attentes, de leurs peurs également. Ça vise à apporter un éclairage sur le fonctionnement à deux et sur ce qu'ils vivent au présent et ce qu'ils aimeraient vivre. Alors, j'adopte un rôle de médiatrice qui invite à mettre de la conscience sur ce qui se joue dans l'ici et maintenant au regard de leurs histoires personnelles respectives. Donc, ça va passer par des exercices pratiques et divers, le questionnaire, des jeux d'observation et d'écoute. Quand on démarre une thérapie de couple, en général, les 2 premiers rendez-vous, on les fait en couple. Sur le tout premier rendez-vous, je vais poser le cadre de travail, on clarifie les attentes, les besoins, la fréquence, et on voit ce qui les amène. Et on voit déjà le fonctionnement ou le non-fonctionnement du couple. On fait une deuxième séance ensemble pour vraiment pouvoir mettre des situations et voilà, les mettre en situation. Ensuite, je propose de les voir individuellement, en général, en moyenne 3 séances chacun, en moyenne, puis de refaire au moins 2 séances à 3 séances avec le couple, ensemble. Il y a du travail entre les séances, du travail individuel et parfois du travail de couple également. C'est un engagement, donc on revient à soi pour revenir à deux ou se séparer dans de meilleures conditions ou encore se donner les moyens aussi de réussir dans la relation d'après, soit avec son partenaire ou sa partenaire actuelle, soit dans une nouvelle relation. Mais en tout état de cause, ça fait avancer les personnes. Il est normal, tout à fait normal d'hésiter avant d'entamer une thérapie. C'est effectivement un engagement fort où les prises de conscience sont progressives et nécessitent de la volonté. Donc je dirais qu'une personne qui souffre depuis longtemps de se voir vivre des situations insatisfaisantes, de ne pas se sentir maîtresse de sa vie, pourra trouver dans la thérapie un vrai soutien transformateur. La thérapie permet de mieux se comprendre, de mieux reconnaître ses fonctionnements, ses mécanismes pour avancer et sortir de la souffrance et du doute. Donc se faire accompagner par un thérapeute, c'est avancer dans un espace sécurisé, où on se sent moins seul aussi. Et on peut explorer ses émotions, ses pensées et ses comportements sans jugement. J'insiste aussi sur ce cadre sécurisant. J'encourage aussi à ne pas attendre la crise pour commencer. C'est-à-dire que la thérapie peut être bénéfique dans des moments de stress, de besoin de changement, de doute. Ça permet de prévenir les problèmes futurs. Je pratique les deux. J'ai besoin j'aime beaucoup le présentiel, mais je ne suis pas exclusive au présentiel. Donc, quand je fais du balayage oculaire, quand je travaille en psychogénéalogie, tous mes sujets peuvent être abordés en distanciel.
Donc, j'accompagne des personnes actuellement qui sont en région sur l'île d'Oléron ou à Strasbourg. J'ai accompagné des personnes sur Paris, donc c'est très flexible. Vous pouvez me contacter par téléphone, bien sûr. Vous pouvez m'envoyer un mail, contact@laure-bielioscas.com. Vous pouvez me joindre via mon site internet également, sur psychologue.net, via WhatsApp. Voilà, LinkedIn aussi, j'ai été contactée sur LinkedIn, j'ai démarré un accompagnement. Donc voilà, les sources sont diverses.